Et vous m'entendez surtout? Oui, c'est tout bon. Et vous me voyez toujours? Oui. Super, on est bon alors. Merci Charline pour l'invitation, Roxane et toute l'équipe, et c'est passionnant de me donner la main pour vous partager un petit peu ce sujet qui est une vraie passion pour moi depuis 2018. Donc je me suis appuyé sur le jalon 1, donc suite du jalon 1, après pourquoi, comment choisir et chiffrer et exécuter différemment les marchés publics, hospitaliers et produits de santé. Le jalon 1, on était sur comprendre le pourquoi, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Franck, ça fait 40 ans que je suis dans l'univers de la santé, que j'interviens essentiellement dans le secteur hospitalier, le secteur clinique privé. J'ai été pendant 15 ans chez Medtronic notamment et 10 ans en tant que directeur de la division de neurochirurgie intracrânienne, et j'ai une fine connaissance à la fois du DM, de l'équipement, de tous les sujets et de la e-tech, puisque j'accompagne depuis 2018 quelques startups aussi dans la e-technologie et les marchés au niveau nationaux, régionaux, locaux. Voilà, pour faire un petit brief. On était sur le jalon 1, sur la notion de comprendre pourquoi la commande publique peut être un levier de croissance, qui sont les acheteurs publics, pourquoi les PME et start-up ne sont pas exclus par principe, et le niveau de maturité et les premières actions à mettre en place. Aujourd'hui, on va voir comment on va filtrer le DCE, le dossier de consultation des entreprises, avant de mobiliser l'équipe projet, mesurer le vrai ROI, qu'est-ce qui impacte votre ROI quand vous décidez de jouer ou de ne pas jouer. Comment lire le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières? Eh bien, s'il y a un cahier des clauses administratives particulières, bien sûr, il y a un cahier des clauses administratives générales. J'en parlerai quelques minutes. Et puis, tester la capacité d'exécution, comme le dit Charline en préambule, c'est comment, une fois gagné le marché, comment je mets en place une stratégie d'accompagnement et d'exécution du contrat, puisqu'on ne parle pas d'un contrat business to business, on parle d'un contrat administratif, et quelles sont les clauses qui vont me piloter et comment je vais être bien et bon dans l'exécution de ces clauses. Voilà. Alors, ce que ça change pour vous, c'est qu'on ne répond plus par réflexe à un appel d'offres. Dans le premier jalon, notre collègue de Tim Hall l'avait rappelé largement. On chiffre avant de s'engager pour voir un petit peu la faisabilité go-no-go. On identifie les clauses clivantes, donc quelles sont celles qui sont potentiellement positives et celles qui vont être un frein ou en tous les cas un risque pendant l'exécution du contrat. Et on pense déjà à l'après-attribution, c'est si je gagne le marché, est-ce que j'ai les ressources humaines, les ressources financières, les ressources techniques, les ressources supply, production, en capacité de délivrer pour respecter les clauses du contrat. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, j'ai une propension à parler un petit peu vite et puis à me poser des questions en fonction. Alors, un petit récapitulatif, c'est est-ce vraiment le bon marché pour nous? Si oui, comment on répond sans fragiliser la marge, le cash et l'équipe? On va voir aujourd'hui comment on filtre un DCE, quels sont les types de clauses à risque qu'il faut identifier, quel est leur impact sur un vrai ROI, et puis anticiper le cash, l'exécution, le support, avant de construire une décision de go-no-go. Et à la fin de cette session, vous aurez une lecture un peu plus claire avec un outil in fine, mais j'ai rien inventé, vous pouvez le faire sans moi, un petit outil de scoring qui permet de voir si ce cahier des charges il est plutôt positif et prometteur ou plutôt contraint et auquel cas je prends le parti de ne pas répondre et d'avoir une autre stratégie pour le futur. Voilà. Donc le but n'est pas de répondre à tous les appels d'offres, mais c'est de choisir les bons, de bien les chiffrer et surtout d'exécuter sans risque l'exécution du contrat que l'on gagne. Alors, pourquoi ce sujet relève de la direction générale? Vous savez, c'est comme dans tous les avions, hein. S'il n'y a pas un pilote, l'avion il n'ira pas tout seul au bon endroit, hein. Donc, s'il n'y a pas une direction générale, s'il n'y a pas un patron, s'il n'y a pas une volonté de mettre de la stratégie, de préparer, d'anticiper, on a des chances de ne pas gagner correctement. On pourrait gagner, mais avec des contraintes qui ne seraient pas vivables sur le long terme. Et je rappelle qu'un contrat de la commande publique est à minima dans le code de la commande publique pour une durée de 4 ans, reconduction comprise. Et l'entreprise n'a pas le droit de ne pas accepter les reconductions automatiques. D'accord? Donc vous êtes embarqué pour 4 ans. L'acheteur a le droit de résilier le contrat en cours de route, mais vous n'avez pas le droit de rejeter les reconductions automatiques. D'accord? Le patron ici, c'est l'acheteur, hein. Alors la marge, vous savez mieux que moi, le prix marché moins la différence du profit net par rapport à ce que vous coûte votre produit. Le délai de paiement, l'hôpital, c'est 50 jours, sauf que la réalité, la vraie vie, c'est pas 50 jours, c'est plutôt 75, 95, 125 jours. Et donc, on dépasse les délais réglementaires de règlement des factures et finalement,
pendant une certaine période, vous assurez une sorte de trésorerie à l'hôpital, en quelque sorte, d'accord? Donc ça, c'est des sujets qu'il faut anticiper avant de se dire, je réponds à la consultation, et en fonction du type d'acheteur auquel vous allez être confronté. Un petit contrat peut coûter cher, hein, un petit marché de gré à gré de 50 000 euros. Là, j'en ai un actuellement. Alors, c'est plus trop un petit contrat de 120 000 euros, sauf que l'acheteur nous demande des heures d'insertion sociale qui équivalent à 20 heures par tranche de 50 000 euros. Bah, vous comprenez, on va en reparler tout à l'heure, vous comprenez que ce sont des clauses qui sont pénalisantes par rapport à l'intensité du marché autour de 220 000 euros. Gagner le marché, c'est bien si votre besoin en fonds de roulement, les avances et les paiements tiennent dans la durée. Une équipe très sollicitée, j'ai eu le cas par le passé, où on vendait des valves hydrocéphaliques pour maintenir le niveau de sécrétion du liquide céphalorachidien, et on était appelé par les médecins et chirurgiens en consultation pour venir régler sur la tête du patient, avec un électroaimant, la valve. C'est-à-dire que la valve, on la repositionne de façon à ce que le patient, qu'il soit en position couchée, debout ou intermédiaire, n'ait pas de vertige, n'ai pas de douleur intracrânienne et tout ça. Mais à un moment donné, on dit, mais stop, on n'est pas médecin, on n'est pas clinicien, on n'a pas à faire ce type de geste, voyez. Donc, une équipe très sollicitée, oui, c'est dans le contrat, on fait de la formation au bon usage, on revient, puis on nous rappelle 10 fois, 15 fois dans l'année, c'est pas grave, il y a des nouveaux personnels, on revient et on fait de la formation gratuite. Mais oui, mais au bout du compte, à 1 000 euros la journée de formation, vous avez perdu 15 000 euros sur la marge. D'accord? Donc, une équipe très sollicitée, attention à l'impact que ça a vis-à-vis du marché que vous avez gagné et des conséquences que ça impacte, hein, que cela génère. Déployer n'est pas répondre, identifier et reporter, c'est répondre aux enjeux. On peut décider de ne pas répondre à un appel d'offres pour être plus dans l'attente, de voir comment réagit l'acheteur, j'y reviendrai plus tard. Le service local agreement, la qualité d'exécution du marché, la maintenance, la formation, je viens d'en parler un petit peu. Ça s'appelle le contrat de progrès du côté de l'acheteur. Pour nous, c'est ni plus ni moins que de l'animation de compte en tant que Key Account Manager. On est d'accord, hein, l'acronyme, vous le connaissez. Donc, on va faire de l'animation de compte sur la durée du contrat et on va accompagner l'exécution du contrat dans la qualité. Enquête de satisfaction, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de facture avec des avoirs derrière, tout un tas d'éléments comme ça administratifs et de contenus qui viennent polluer la vie courante du marché. D'accord ? Réputation référence, une bonne référence avec un marché gagné à la Paix de Paris ou un grand CHU, ça peut porter ses fruits en termes de reconnaissance territoriale, etc. Il peut y avoir des marchés qui ne soient pas pertinents. Et donc là, on se posera la question de savoir est-ce que ce centre est pertinent ou pas. D'accord ? Et un contrat mal exécuté ne ferme pas un compte, il ferme tous les comptes. Hein. Vous savez ce que c'est. Quand ça va mal, on le dit 10 000 fois, et quand ça va bien, on ne le dit que 20 fois. Hein. Voilà. Donc le bon réflexe, est ce marché est-il stratégiquement utile, économiquement soutenable et opérationnellement tenable? Alors, les 4 filtres avant de répondre, le besoin acheteur, est-ce que le besoin dans le cahier des charges est bien clair? Est-ce qu'il n'est pas trop orienté vers une solution déjà existante sur le marché? On peut le tolérer dès lors qu'il y a certaines mentions jurisprudentielles qui viennent pondérer un petit peu le besoin de l'acheteur. La valeur perçue du produit par l'acheteur et la différenciation est-elle visible entre votre produit, concurrentiel ou pas, s'il est exclusif ou non exclusif, innovant, pas innovant, etc. La faisabilité de la réponse. Chez vous, en intra-entreprise, est-ce que vous avez une équipe en mode projet disponible? Est-ce que vous avez des ressources humaines disponibles pour accompagner le projet, que ce soit sur un plan administratif, un plan financier, un plan technique? J'accompagne aujourd'hui une société de robots. On nous demande de répondre avec de la location financière, etc. Ben, il nous faut un partenaire financier. Donc, l'entreprise a fait appel à un partenaire financier et ils sont en train de modéliser les cahiers des charges pour qu'ils puissent répondre en groupement momentané d'entreprises, en GME. D'accord? Donc, est-ce qu'on a toutes les ressources humaines et techniques nécessaires dans l'entreprise? Est-ce que le délai imparti par la procédure et par l'acheteur est crédible? Est-ce qu'il tient compte de la réalité des enjeux techniques pour pouvoir répondre? On ne met pas le même délai pour faire un sous-marin nucléaire que pour faire une réparation de soudure ou de compteur électrique. Vous voyez l'idée? Donc, est-ce que le délai est crédible? Et est-ce qu'il y a des partenaires identifiés, je viens d'en parler juste avant, dont on a besoin pour rendre la faisabilité de la réponse, comment je vais dire, opérationnelle? En tous les cas, qualifiée.
Le risque contractuel, est-ce que dans le cahier des charges, il y a des pénalités qui sont absorbables? Vous savez comme moi que dans tout contrat, on peut accepter d'avoir une pénalité qui va nous coûter un peu d'argent, mais le fait de rassurer l'acheteur sur le fait que j'accepte l'idée de pénalité absorbable ou voilà, pas disproportionnée, font que on apporte de la sérénité dans la relation contractuelle. Par contre, il faut aller vérifier que ces pénalités ne soient pas disproportionnées et discriminantes. Est-ce que l'exécution et le contrat de progrès sont réalistes tels que les clauses achetées par l'acheteur? J'en ai parlé en préambule avec mon histoire des 20 heures d'insertion sociale par tranche de 50 000 euros de chiffre d'affaires du marché, alors que le lot fait 220 000 euros, donc ça va aller très vite. 80 heures, voilà. Au coût de l'heure d'insertion sociale, je vous fais le ratio bénéfice, chiffre d'affaires, marge, voilà. Et puis donc prestations intellectuelles, data, les données RGPD. Est-ce que tout ce secteur périmètre, surtout vous qui êtes dans la technologie, dans la e-technologie, est-ce que vous avez autour de votre produit et de votre univers toutes les sécurités RGPD, données, prestations intellectuelles qui couvrent votre produit et qui couvrent aussi la relation acheteur-entreprise, puisque entre vous, il y a une troisième partie, et pas des moindres, c'est la prioritaire, c'est le patient. Donc, on a des données patients, nom, prénom, âge, sexe, genre, etc., numéro de dossier, tout ça, type de pathologie. Donc, il est clair que vous devez vous entourer d'un corpus de sécurité autour des données que vous générez et que vous managez. Rentabilité, stratégie. Quel est le type de marge nette probable par rapport au prix marché? Qu'est-ce que ça peut vous ramener en termes de volume de chiffre d'affaires et de facturation mensuelle, trimestrielle, semestrielle, blablabla? Et quelles sont les références centres qui peuvent être stratégiquement utiles pour le futur? Donc, quand on répond à un marché, au final, on va avoir un travail immédiat de répondre à ce marché, mais en fait, la logique de pensée, elle n'est pas sur le marché auquel on répond. La logique de pensée, elle est sur qu'est-ce que ça va induire dans 4 ans de nouveaux clients, de nouveaux marchés et de nouveaux adhérents que je peux récupérer du fait de cette référence initiale. D'accord? Donc, si un filtre est rouge, on ne force pas la décision, on creuse, on ajuste, on se regroupe ou on renonce. Vous me dites si je vais un peu trop vite. Alors, je voudrais vous présenter votre avocat, votre meilleur avocat, et ça tombe bien, il est gratuit. C'est l'article L3 de l'ordonnance, donc du Code de la commande publique 2019. C'est une règle pour tous. Madame Justice, en image à droite, elle porte une balance, les yeux bandés et un glaive à la main. Et donc, elle est là pour apporter 3 principes de la commande publique qui sont le fondement de la relation ou du comportement de l'acheteur vis-à-vis des entreprises. Donc, les acheteurs respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat. Ça veut dire que l'on soit start-up, PME ou multinationale, je n'ai pas à être discriminé parce que je suis une start-up par rapport à une multinationale qui a déjà tous les produits, tout l'argent du monde, tout ce qu'elle veut et qui sécurise l'acheteur. Donc l'acheteur ne peut pas discriminer selon la taille de l'entreprise. Il ne peut pas discriminer sur le niveau d'information qu'il communique à tel concurrent ou telle entreprise. Le niveau d'information doit être égal pour tous. Donc égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Deuxième principe, ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès à la commande publique. Et d'ailleurs, le gouvernement, le législateur dit bien que venir dans les marchés publics pour une entreprise privée est une possibilité pour l'entreprise réelle de gagner des marchés publics et donc de gagner une sorte de sérénité, de sécurité, de chiffre d'affaires pendant une période donnée du marché, 4 ans, reconduction comprise. C'est le principe de la commande publique, d'accord ? Donc, ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès, et ces principes de liberté d'accès ne doivent pas être entravés vis-à-vis de vous avec un mot ou un descriptif technique qui vous empêcherait de répondre au lot. D'accord? J'appelle dans le lot la molécule médicament ibuprofène, que tout le monde connaît, générique, en 10 mg, 7,5 mg et 5 mg. C'est ballot, Francky, il n'a pas de 7,5. Donc, je ne peux pas répondre au lot, vous voyez? Donc ça, ce sont des sujets qui doivent être anticipés avant la publicité du prochain marché avec l'acheteur pour être sûr que s'il met une mention qui cite un produit concurrent ou un produit technique et autres, il n'est pas oublié de mettre jurisprudence à l'appui, virgule ou équivalent.
c'est la jurisprudence constante, et c'est une dernière jurisprudence de décembre 2024, qui oblige les acheteurs à mettre virgule ou équivalent pour donner la chance à tous les candidats du marché qui postulent et postuleraient à ce marché. Et enfin, de transparence des procédures dans les conditions définies dans le présent code, CCP 2019. Je vous rappelle ici que en droit administratif, on dit que ce qui n'est pas écrit dans le cahier des charges, je vais prendre mon petit code ici en version RSE développement durable. Vous voyez là mon petit code dans mes mains? Eh bien, ce petit code ici, ce ne sont plus les bouquins rouges que vous voyez de 2000 pages, etc. Là, c'est le code consolidé, valable pour tous les marchés publics en France, sauf la défense et sécurité. Et ce qui n'est pas écrit dans le contrat relevant du présent code est réputé ne pas exister dans le cahier des charges. Donc, si dans le DCE, le dossier de consultation des entreprises, certaines mentions n'ont pas été précisées par l'acheteur, on va lui poser la question pour comprendre pourquoi il n'a pas précisé tel ou tel point. En tous les cas, il ne pourra pas nous imposer a posteriori de l'attribution du marché des clauses ou des paramètres administratifs qui n'auraient pas été identifiés dès le départ dans le cahier des charges. Hein, vous m'arrêtez si je ne suis pas clair, d'accord ? Donc ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ça veut dire que l'acheteur a une obligation de s'assurer de la bonne dépense de l'argent public. Juste au passage, l'argent public, c'est nous, hein. C'est nos cotisations, la TVA, les impôts, etc., etc. D'accord, hein, et donc, je renforce le point ici avec l'idée que les acheteurs ont un respect de leurs obligations statutaires et ils ont un respect de publier une charte déontologique de l'achat. En général, quand on va sur le site de chacun des CHU universitaires de France, on trouve assez rapidement la charte déontologique de l'achat du CHU de Bordeaux, du CHU de Montpellier, de la Paix de Paris, du CHU de Lille, etc., etc. Alors, au niveau de leurs obligations statutaires, 13 juillet 83 et 20 avril 2016, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, probité et neutralité. Je rappelle, article L3, égalité de traitement entre les candidats, hein, d'accord, neutralité. En cas de manquement, sa responsabilité statutaire est engagée et également sa responsabilité pénale en marché public est engagée. C'est pourquoi dans la charte de l'achat juste à côté, on a effectivement l'obligation pour eux dorénavant de rédiger une charte de l'achat. Elle est intéressante pour nous, vendeurs, de lire cette charte pour comprendre au final quels sont peut-être les prismes ou les barrières que eux se mettent par rapport à la gestion de contrats et de clauses administratives. D'accord ? Rappeler leurs obligations d'acheteur et leurs bonnes pratiques, et donner des exemples et surtout soumettre leur charte de l'achat à l'avis du référent déontologue. Point plus, point moins. Alors le point moins tout de suite, il n'y a pas assez de déontologues en France pour aller contrôler. Ça, c'est bien le problème, c'est dommage. Le point plus, c'est que le déontologue est là pour dire à l'acheteur, votre charte n'est pas suffisamment précise sur tel point ou sur tel point, ou il me semble que vous faites un petit peu trop de marché en exclusivité que les concurrents ne voient pas, et vous pourriez recourir un peu plus souvent à la consultation, appel d'offres, mise en concurrence, etc. Ça va? Je suis clair sur cet aspect clause administrative, responsabilité sur le dos de l'acheteur, et vous comprenez pourquoi, dans ce langage de clause et de contrat administratif, au final, on a en face de nous entreprises qui vendront une solution pour soigner les patients, on a en face de nous des acheteurs qui sont craintifs, qui ont peur du risque de conflit d'intérêts, qui ont peur d'un risque de clause mal rédigée et qu'un concurrent pourrait faire annuler la consultation. Juste petite info pour vous au passage que je vous souffle aux oreilles. Est-ce que vous savez combien coûte la publicité d'un appel d'offres public hospitalier en France, mettons d'une valeur de 3 millions d'euros? En coût d'exploitation, combien ça coûte à l'hôpital public? 1, 2, 3, 30 000 euros. La publicité d'un appel d'offres pour un montant moyen de 3 millions d'euros, c'est 30 000 euros de coût de publicité, de rédaction. Un marché de gré à gré à Mapa, c'est 7 500 à 15 000 euros le coût de dépenses de publicité et de travaux. Donc vous voyez qu'un marché qui serait rendu infructueux, c'est 30 000 euros qui partent à la poubelle. Donc, vous voyez, il y a tout un impact côté acheteur qu'il faut comprendre pour savoir, OK, comment je vais lui vendre? Ben, je ne vais pas y aller un petit peu tout de go et enfoncer les portes un peu trop rapidement. Je vais voir un petit peu quel est son périmètre de contrainte administrative pour voir comment moi, je m'adapte par rapport à ce périmètre-là et quelles sont mes capacités.
Alors, les questions finances avant de déposer votre offre, votre candidature et votre offre. Combien coûte réellement la réponse, vente, avant-vente, juridique, expert, démonstration, blablabla. Quel coût de déploiement faut-il intégrer? Paramétrage, les formations, les supports. Quel besoin en fonds de roulement si les premiers coûts arrivent avant les premiers encaissements? Quel délai de paiement, établissement de santé, centrale nationale, etc. Combien de disponibilité dois-je immobiliser avant le premier euro facturé? Bon. Le repère attribution, c'est que le délai global de paiement est en principe de 50 jours. On est souvent entre 100 et 200 jours, hein, en général, à l'hôpital. Je ne veux pas vous faire peur, hein, je vais vous montrer et faire un atterrissage tout à l'heure sur des notes beaucoup plus optimistes, hein, soyez pas inquiets, mais il faut avoir ces paramètres-là pour les intégrer, et si on les intègre, on en fait un avantage ou un atout. Hein. Une pénalité ou un engagement de résultat met-il ma marge en danger? Existe-t-il une avance, un phasage de facturation ou des acomptes qui sécurisent le démarrage? Mon équipe a-t-elle la capacité de livrer sans désorganiser d'autres contrats? Vous gagnez un marché, je vous donne un exemple, vous gagnez un marché avec la paix de Paris, très gros marché, ça vous rapporte beaucoup de chiffre d'affaires tous les mois, etc. Et puis, vous êtes sur le point de signer un autre très gros marché avec le CHRU de Lille. Est-ce que le fait de gagner le nouveau CHRU de Lille ne va pas impacter votre production, vos chaînes de production, votre supply, et est-ce que vous allez être en capacité de respecter les délais de livraison de la paix de Paris qui vous demande de livrer le bon de commande en 4 jours ouvrés, ou est-ce que vous allez être impacté, perdre 1, 2, 3 jours, auquel cas la paix de Paris pourrait vous mettre des pénalités de retard de livraison? Vous voyez, il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut rentrer dans la réflexion globale de façon à voir est-ce que je vais être fragilisé à un moment ou pas. Et si ce marché sert surtout de référence, quelle valeur stratégique lui donner a posteriori de l'exécution? Donc le repère exécution, effectivement, une avance est obligatoirement proposée dans le CCAP lorsque le marché dépasse 50 000 euros et dure plus de 2 mois selon le régime applicable. C'est très vrai dans les collectivités, pour nos PME, TPE, très petites entreprises, artisans dans les collectivités qui n'ont pas des marchés comme on pourrait les imaginer en produits de santé, plus volumineux certainement. Et donc, un artisan ou une TPE a besoin d'avoir des avances sur les premières rentrées de facturation pour pouvoir lancer son chantier, etc. Alors, comment lire un DCE en 20 minutes? Bon, c'est une image, hein, le 20 minutes. On met toujours un petit peu plus de 20 minutes, raisonnablement, mais enfin, voilà, c'est une image. Voilà les documents principaux dans le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Vous allez avoir le RC, la règle du jeu, ma souris, elle est là. Le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières qui sont des clauses contractuelles. Le CCTP, les cahiers des clauses techniques particulières, les besoins de l'acheteur, le produit, hein, comment est défini le produit. L'acte d'engagement, qui est le document le plus fort hiérarchiquement de tous les documents, puisque c'est le contrat signé in fine qui va vous embarquer dans la relation avec l'acheteur. Et puis le BPU, le bulletin de prix unitaire, prix et quantité, qui lui est en quelque sorte l'annexe de l'acte d'engagement, donc l'annexe financière du contrat qui vous lie avec l'acheteur. D'accord? Donc, des questions à se poser très vite. Qui achète vraiment et pour quel usage réel? Le besoin est-il fonctionnel ou déjà écrit autour d'une solution chez l'acheteur? Et pour le coup, est-ce que ce besoin qui est déjà écrit chez l'acheteur a été écrit en pensant à nos, comment je vais dire, à nos spécificités techniques de notre propre produit? Et si ce n'est pas le cas, ben ça veut dire que le concurrent a déjà fait le job à notre place et qu'on se retrouve devant un cahier des charges qui est potentiellement un peu défavorable. Je vais le dire comme ça. Quelles preuves, références, certifications ou partenaires sont attendus par l'acheteur pour le rassurer? Et je reviens sur cette notion de rassurer, d'assurance. Quelles obligations d'exécution arrivent après attribution? Le chiffre d'affaires, la maintenance, support, formation, les délais de livraison, des contraintes de reporting, etc. de plus en plus. Le RSE, développement durable, je vous rappelle qu'à compter de août 26, 30% des marchés publics hospitaliers doivent contenir une clause RSE développement durable, on en reparlera. Quelle clause touche le cash ou la marge, les pénalités, le prix, les révisions de prix, la reconduction, la responsabilité? Je rappelle ici qu'une formule de révision réelle basée sur un indice INSEE fonctionne dans le code de la commande publique à la hausse comme à la baisse. Si elle est à la hausse, elle sera comment je vais dire? Si elle est à la hausse, elle sera avantageuse pour l'entreprise. Donc l'acheteur devrait impacter l'augmentation du prix unitaire en suivant la formule de révision à la hausse, bénéfice pour l'entreprise. Si elle est à la baisse, l'entreprise devra baisser son prix
à son désavantage au bénéfice de l'acheteur, sauf que dans la vraie vie, l'acheteur met une clause butoir dans laquelle il bloque votre possibilité de révision du prix à la hausse, en général à 2-3%. Voilà. J'ai participé avec le SNITEM, le syndicat des technologies et médecine du DM, sur un livre blanc qui va sortir prochainement, où on décrypte justement tous ces paramètres-là, les formules de révision, les clauses butoirs. Ben, il faut être attentif à ces points-là. Et donc, ce sont des clauses que l'on va aller vérifier avant que l'acheteur publie le prochain marché. En fait, depuis quelques minutes, je ne suis pas en train de parler de votre produit, je ne fais que vous parler du contrat, des clauses du contrat. Et ce qui va importer ici, c'est pas la qualité de votre produit ou la fonctionnalité de votre produit. Ce qui va importer ici, c'est comment est rédigé le cahier des charges qui va permettre qu'on ait une relation partenaire, gagnant-gagnant, et non pas une relation contrainte. Quelles zones sensibles concernent les prestations intellectuelles, les données, hébergement, réversibilité, etc. etc. Donc, petit laïus à candidature ne fournit pas plus que ce qui est demandé, sauf si on estime que c'est un avantage ou un point supplémentaire positif. En principe, les attestations officielles ne sont exigées que du seul attributaire pressenti. Donc, les procédures sont devenues plus simples. Elle reste complexe à cause des clauses, mais dans sa formulation, dans son process, le process est assez, enfin maintenant c'est mon quotidien, mais le process est assez simple. Voilà, c'est pas inaccessible. Franck, je vous Oui, interromps une minute. On a une question oui. de Benjamin Guyot. Comment ces clauses sont-elles applicables dans des cas comme Covid qui a engendré tout un tas de pénuries? La pénurie actuelle de carburant, la terrible hausse des prix de composants électroniques, x5 parfois actuellement, etc. Entre parenthèses, clause butoir. N'hésitez pas à vous exprimer. Enfin, les micros peuvent être. Enfin, vous pouvez les désactiver, les activer à votre guise, hein. N'hésitez pas à intervenir aussi oralement. Alors, la clause Covid. La clause Covid, elle a été mise en place par le gouvernement a posteriori de la détection du Covid, on est d'accord. Et donc, le gouvernement avait dit à l'époque, pas de pénalité pour les entreprises du fait d'un temps rallongé pour les approvisionnements, puisque au lieu de passer par tel endroit, il fallait passer par le sud de l'Afrique, machin, tout ça, tout ça. On a encore le même problème aujourd'hui avec la guerre dans le détroit d'Ormuz, bien sûr. Les pauvres tankers qui passent, ben, ils passent par le sud de l'Afrique pour remonter vers l'Europe. Donc le Covid, maintenant le Covid il est derrière nous. Donc on n'est plus dans l'imprévision. D'accord, vous me suivez, hein? Donc le Covid, on était dans l'imprévision. Personne n'a su prévoir qu'il allait nous tomber sur le dos ce virus Covid. Bon, donc maintenant qu'il est connu, il est fait. Bah évidemment, l'OMS et tout le monde est bien au fait du risque de bactéries ou de virus ou de pandémies qui peuvent arriver. Et donc tout ça a été renforcé dans les plans, hein, dans les plans d'identification. Aujourd'hui, la guerre dans le détroit d'Ormuz, on est aussi dans l'imprévision, puisqu'on ne savait pas, il y a 2 mois en arrière ou 2 mois et demi en arrière, que la guerre allait être déclenchée comme ça, d'un coup d'un seul, entre différents continents, etc. Donc, on peut penser, puisque le problème du carburant et des transports donc, a un impact aujourd'hui sur les coûts, on peut penser que dans les prochaines semaines, le gouvernement commence à se pencher sur la question, puisque je ne vous cache pas que ce problème est en train de ressortir un peu partout dans le monde des achats publics, hein, quels que soient les secteurs et les écosystèmes. Et donc, il va y avoir des réactions gouvernementales pour aider, puisque l'entreprise ne peut plus supporter comme ça des hausses inflationnistes de coûts de transport ou de carburant ou de différents coûts de matières premières, etc., etc., qui arrivent pour être produites et ensuite être livrées avec un coût de production et un coût final chez l'acheteur qui n'a plus le même impact que quand vous avez été retenu sur un marché. Donc aujourd'hui, c'est du cas par cas pour répondre à la question qui m'est posée par Benjamin, je crois, si j'ai bien compris. C'est de répondre au cas par cas avec chaque acheteur. Entourez-vous, c'est un peu ce que je fais moi en entreprise, entourez-vous de consultants qui vont vous accompagner auprès de l'acheteur en visio pour poser les questions et puis discuter avec l'acheteur d'aménagement au cas par cas. Ça s'est fait par le passé, ça peut encore se faire. C'est pas parce que l'acheteur il a un cadre de clause administrative, pour autant le code, je l'ai dit tout à l'heure, est un code gagnant-gagnant. Et en fonction de certaines situations spécifiques, particulières, l'acheteur est là pour nous écouter et entendre un petit peu nos points de discussion et de voir comment on trouve un intérêt. Et je vous donne une astuce. Pourquoi? Pour quelle raison majeure? Ben c'est simple, parce que l'acheteur, de son côté, il a une obligation de mission de service public aux patients.
Et donc, s'il prend le risque d'être en conflit avec une entreprise qui distribue, comme on l'a eu il y a 3 ans, 4 ans en arrière, les curares qui venaient de tel ou tel autre continent, où pendant plus de 6 mois, vous ne le savez peut-être pas, on ne pouvait plus endormir les patients pour les opérer pendant 6 mois, parce qu'il n'y avait plus de curares en France pour les anesthésies générales, voyez. Donc, il y a un impact patient, il y a un impact social, public, mission de service public prépondérant, primordial. Donc, l'acheteur, il sait qu'il est contraint à cette situation et il doit nous écouter également. Donc, ne croyons pas qu'on est fermé par le code et qu'il n'y a pas de possibilité ou de passerelle d'échange. Donc, c'est du cas par cas. J'ai répondu à la question, ça va? Oui, je vois Benjamin qui répond Ok, entendu, merci. Donc oui, c'était merci. parfaitement clair, merci. Alors, je voulais vous montrer quand même quelques critères de jugement. Et donc là, je suis allé chercher ce qui vous touche vous directement, la e-technologie. Donc, la e-technologie, c'est compliqué pour l'acheteur de dire comment je modélise des jugements techniques et qualité et prix sur de la e-technologie, sachant que on est dans une relation tripartite. Il y a une relation de prise en charge CPM, assurance maladie, sur le suivi de la prise en charge du patient, la téléconsultation, la télémédecine, tout un tas de sujets. Il y a d'un côté un acheteur qui est l'hôpital, qui passe par un procédé complexe pour la e-technologie, et de l'autre côté, vous-même, nous-mêmes, l'entreprise, d'accord? Et donc, les critères de jugement sont complexes, ce qui oblige les acheteurs, ce qui les a obligés à devoir se réinventer en termes de procédure. Et c'est pour ça qu'ils passent de plus en plus par une procédure que l'on nomme le SAD, le système d'acquisition dynamique. Alors ça c'est devenu un petit peu le fourre-tout de un petit peu tout. Bon, dans certains contextes, je dirais que c'est un petit peu dommage pour la qualité des produits. Dans notre contexte, à nous, ici précisément, je dirais que c'est plutôt un avantage. Ça permet d'être référencé, si on a bien compris et quand on identifie bien le processus, on peut être référencé assez rapidement. C'est un petit peu mon quotidien avec certaines entreprises en e-santé. Voilà un critère technique ici. Vous voyez qu'il est entre 60 et 70%. Et on a dedans, les offres seront appréciées sur la base des sous-critères techniques suivants, par hiérarchisation, la modalité d'inclusion, j'arrive à lire, d'inclusion du patient. Ce sous-critère pourra notamment être apprécié sur la base des éléments d'appréciation suivants, fournis à titre d'exemple, le recueil et la traçabilité du consentement du patient, l'accompagnement et la formation des patients à l'usage, l'aide au renouvellement des ordonnances. Le suivi du patient en deuxième sous-critère, il pourrait être notamment apprécié sur la base des éléments suivants: capacité de collecte des données du patient, accompagnement et formation des patients à l'usage, facilité d'utilisation pour l'équipe médicale, interopérabilité avec les DM de la pathologie télésurveillée, compatibilité avec les DM de la pathologie télésurveillée. Troisième sous-critère, aide au codage et à la facturation, capacité à automatiser la relance de facturation, capacité à gérer un listing patient à facturer. Quatrième sous-critère, évolutivité de la solution. Votre solution pourra être appréciée sur la base des points suivants: capacité à couvrir la télésurveillance d'autres pathologies, éventuelles ou pas. Et s'il n'y a pas, c'est pas grave, c'est juste qu'on va le renforcer, le démontrer, expliquer pourquoi. J'accompagne une entreprise qui est que sur un domaine thérapeutique, elle n'a pas lieu d'aller sur d'autres univers. Ça s'explique aisément, bien sûr. Et puis, capacité à intégrer de nouvelles fonctionnalités. Et le prix, le critère prix qui sera compris entre 30 et 40%. Alors, je ne vois pas toutes les questions, mais s'il y en a, j'en devine quelques-unes. Pourquoi on n'a pas uniquement un critère 60% et 40%, et pourquoi on a une fourchette? Parce que le SAD fonctionne en 2 temps. Le SAD fonctionne en 2 temps. Une première phase où on vous référence, mais comme je vous référence, en tant qu'acheteur, j'ai l'obligation de vous dire, voilà, au départ, les sous-critères sur lesquels je prévois de noter votre qualité et votre critère technique, et sur quoi je me baserai pour le prix. Mais quand je vais publier dans 6 mois ou dans 9 mois le besoin technique, peut-être que ce sera 65% le critère technique et 35% le prix. Ou 60% 40, ou 70-30, et ainsi de suite, vous voyez? Donc, tout ça, on doit en avoir discuté avec l'acheteur avant qu'il publie ce type de consultation pour savoir qu'est-ce qu'il va nous arriver. D'accord? Donc, les critères en accord cadre, en procédure appel d'offres classique, sont beaucoup plus précis, mais ça dérange les acheteurs parce que quand ils ont retenu un candidat ou 2 candidats en multi-attribution dans un accord cadre, ils sont enfermés dans l'accord cadre pendant 4 ans, la durée du contrat.
Vous me suivez? Alors que dans la SAD, dans le SAD, pardon, eh bien, le SAD, une fois que j'ai attribué le marché à Benjamin qui m'a posé une question, bravo Benjamin, eh bien, je peux relancer dans 6 mois un nouveau marché similaire parce que j'ai d'autres demandes des adhérents. Et donc, cette fois-ci, ce ne sera pas Benjamin qui va gagner le prochain marché, mais ça pourra être une autre personne présente aujourd'hui qui gagnera ce marché, vous voyez? C'est ça le principe du SAD, c'est que l'acheteur n'est pas enfermé avec un seul candidat retenu dans un marché. Il a la possibilité de remettre en concurrence en permanence, comme un brassage. Pour moi, le SAD, c'est la machine à laver sur 30 000 tours minute à l'essorage. C'est un brassage permanent et vous pourriez être 25 concurrents et sur les 25, vous pourriez être 20 concurrents qui ne gagneront jamais de marché spécifique. Et c'est pour ça que des gens comme moi sommes là pour vous accompagner, vous aider à discuter avec l'acheteur pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent et souvent les plus gros. Alors, des exemples de clauses qui peuvent détruire la marge, j'en ai mis une en introduction tout en haut pour vous montrer le niveau quand même de clauses que l'on peut subir si on n'est pas attentif. Exemple de clause, donc 1.6 litige, hein, je l'ai extrait d'un cahier des charges. En aucun cas, pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre l'attributaire, le candidat, l'entreprise, et les titulaires, non pardon, le bénéficiaire, les hôpitaux, et les titulaires des marchés, ne peuvent être invoqués par ces derniers, les titulaires vous-même, pour cause d'arrêt ou de suspension, par ces derniers comme cause d'arrêt ou de suspension, même momentanée, des prestations effectuées. Quand vous avez gagné un contrat, vous êtes obligé de livrer les commandes jusqu'au bout du contrat, jusqu'au dernier jour du contrat. D'accord? Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Alors, des exemples de typologie de pénalités, de livraison, de mauvaise exécution contre qualité, de manquement sur les critères RSE développement durable, de révision sur une durée contractuelle, de qualité sur les supports implicites ou sous-chiffrés, les éléments, vous avez oublié de chiffrer des points que vous facturez a posteriori, de prestations intellectuelles, réversibilité et les droits sur les données qu'on s'était engagé à protéger entre l'acheteur, le patient et nous-mêmes. Le délai de règlement non respecté côté intérêt moratoire non réglé côté entreprise, maintenance, formation, charge mal estimée. Au final, un bon marché mal exécuté peut coûter plus cher qu'il ne rapporte. Le vrai sujet est souvent, pardon, dans le CCAP, pas dans la strate commerciale. Franck, j'ai Oui, une question, voire deux. oui. J'ai souvent constaté, moi, enfin, bref, sur diverses situations, des estimations, des différences de jugement entre le bénéficiaire et le titulaire. Est-ce que, par exemple, si je délivre une version qui n'est pas complète, on peut m'attaquer sur la qualité et voir le retard de livraison parce que la version est considérée comme incomplète? Et si oui, est-ce que le bénéficiaire, enfin, ou quand on écrit le marché, est-ce que les pénalités sont égales à un pourcentage de la commande ou est-ce qu'en fait, on peut mettre n'importe quel montant de pénalité qui est inscrit bien Alors, sûr sur le dossier, pour mais la deuxième partie, Charline, j'y viens juste après. Pour ok. la première partie, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, vous avez en France 33 CHU et CHRU, d'accord? Orléans, qui est un CHU, Orléans-la Source, qui était un CHRU depuis janvier 2025, il me semble de mémoire. Et en fait, les établissements ont été regroupés en groupements hospitaliers de territoire depuis janvier 2016. Bien, 136 groupements hospitaliers de territoire. Les 136 groupements, il y a donc 136 pilotes de 136 avions. On est d'accord? Et donc, dans 136 avions, il y a des passagers, les établissements hospitaliers qui font partie du groupement hospitalier de territoire. Donc, le pilote de l'avion, il est responsable de publier la consultation et de faire les attributions auprès des entreprises. Et ensuite, chaque passager, chaque établissement parti est responsable pour son propre compte de vous envoyer ses bons de commande et de payer vos factures. Sauf que quand il vous envoie une commande avec 10 lignes de commande de produits à livrer, vous devez livrer les 10 lignes. Si vous ne livrez que 5 lignes, il a le droit de vous facturer des pénalités de retard sur le restant à livrer. D'accord? Et tant que vous ne livrez pas 100% de la commande, vous pouvez avoir des pénalités de retard de livraison. Ça, c'est le premier point pour la première partie. D'accord?
Très bien, merci. Le deuxième point, jusqu'en 2021, modification des cahiers des clauses administratives générales, le CCAG 2021, juillet 21, eh bien, en fait, c'était un petit peu le marché du dimanche matin. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait sur son stand, en termes de pénalité et de montant de pénalité. Et d'ailleurs, ça n'a pas trop changé. Mais le CCAG, la révision du CCAG, qui n'avait pas eu lieu depuis 2008, a dit en cahier des clauses administratives générales que dorénavant, le montant de pénalité le montant des pénalités est limité à 10% du montant du lot que vous avez gagné. Vous gagnez un lot global pour 4 ans de 250 000 euros. Eh bien, le montant maximal qui peut vous être imposé en pénalité, c'est 10% de ce montant du lot. Alors, au prorata de chaque livraison incomplète, pas incomplète, etc. D'accord? Le problème, c'est que ce cahier des clauses administratives générales est comment dire, est une sorte de bouquin de référence, référentiel pour tous les acheteurs publics, mais que le code leur dit que pour autant, ils ne sont pas obligés de s'y référer. Et c'est pour ça que dans le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, qui découle du CCAG, cahier des clauses administratives général, le CCAP, la dernière page, le dernier article du CCAP sont systématiquement les dérogations des clauses du CCAG. Et une fois sur deux, on a des acheteurs qui sont de bonne, avec beaucoup d'humour, de bonne consistance cérébrale et qui ne dérogent pas au CCAG, qui jouent le jeu. Et puis on en a qui cherchent la petite bête, si je peux le dire comme ça gentiment, avec beaucoup d'humour, et bien qui vont vous dire je déroge à l'article sur les pénalités et voici mes pénalités à moi. Voilà. Et c'est là où on se retrouve avec des pénalités contraignantes, notamment avec certains établissements centrales, contraignantes qui des fois qui vous empêchent de vivre sereinement. Enfin, je veux dire, vous savez que l'acheteur ne sera pas votre ami si vous gagnez le marché, quoi. C'est pour ça que je dis, avant de dire je réponds à cet appel d'offres, ben, je relis en double, en triple, dans tous les sens, entre les lignes, le cahier des charges, quelles sont les réelles attentes de l'acheteur, parce qu'il y en a qui font des marchés pour chercher un peu de trésorerie aussi. Voilà. Hein? Très clair, merci. D'accord? Voilà. Alors voilà pour le type de pénalités auxquelles on peut être confronté. Et là, je vous ai mis, alors je suis désolé, ça fait un petit peu de texte sur une diapo, c'est pas très confort, mais je pouvais pas m'exonérer de vous montrer des exemples réels. Pénalité de retard de livraison. Voilà ce que dit le CCAG, Charline, exactement. 1%, pardon, je vous ai dit 10%, plafonné à 10. 1% du montant hors taxe de la commande concerné par jour calendaire, plafonné à 10%, tel que prévu dans le CCAG 21. Voilà. En deux, évolution du système d'acquisition dynamique, les dispositions du présent CCAP pourront évoluer en cours de validité du SAD. Les modifications susceptibles d'être apportées pourront porter sur toutes les dispositions du SAD, notamment les modalités d'exécution des marchés spécifiques, les critères d'analyse des offres. Je vous ai parlé tout à l'heure de entre 60 et 70, il pourrait très bien nous dire 80 et on ne pourrait rien y faire. Parce qu'il l'a anticipé, il l'a déjà préparé, voilà. Donc comme je dis, impact caché, au moment où vous contractualisez à T0, vous étiez peut-être à 60, et pour autant, 3 ans après, dans un nouveau marché spécifique qu'il va attribuer, il se sera mis à 70 ou 80%. D'accord? Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit et l'anticiper avec des contacts fréquents avec l'acheteur pour discuter et occuper le terrain et faire passer les messages. Les pénalités sont applicables par les établissements bénéficiaires, donc les passagers de l'avion, les établissements partis, vous avez compris mon image, par dérogation au CCAG, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable. Il appartient au titulaire d'apporter la preuve, le cas échéant, la preuve de l'existence d'un événement exonératoire de sa responsabilité, justifiant la remise des pénalités. Les pénalités décrites ci-dessous sont cumulables et nettes de taxes. Voilà. Je rappelle au passage que les pénalités financières ne sont pas assujetties à la TVA. Même si un hôpital vous dit je paye de la TVA, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, regardez vos contrats d'assurance privée perso, vous n'avez pas de TVA sur les contrats d'assurance. On ne met pas de TVA sur de l'argent. On ne met de la TVA que quand il y a un échange d'un produit physique, une commercialisation d'un produit physique. Quand il s'agit d'une pénalité financière ou d'un contrat financier, on est net de taxes, il n'y a pas de TVA. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Donc il faut, dans l'entreprise, supervision, redondance, preuve d'incident, pilotage permanent de son marché gagné. Il faut être vigilant. On boira le champagne, vous savez quoi, au bout des 4 ans.
Mais quand on exécute le marché, on est attentif, on fait attention et on pilote, hein. Donc, vous pouvez avoir, puisque je parle d'établissements bénéficiaires ici, vous pouvez avoir, s'il y a 10 ou 12 établissements bénéficiaires, vous pouvez avoir 12 hôpitaux qui vont vous traiter différemment par rapport au même groupement. D'accord? Le GHT donne un cadre de référence avec l'attribution des marchés, mais pour autant, à l'intérieur de ce GHT, quand il attribue les lots, chaque établissement bénéficiaire pourra vous gérer un petit peu différemment en matière de pénalité, en matière de gestion administrative. Et donc, j'aime bien dire que quand on est un key account manager grand compte, on rencontre le coordinateur, le pilote de l'avion. Et puis, quand on est aussi coordinateur ou collaborateur sur le terrain, on rencontre tous les autres. Pour être sûr que dans tous les autres, il n'y en a pas un qui est la face cachée de la Lune qui va venir me polluer pendant 6 mois. D'accord? C'est clair pour vous? Le dernier exemple ici, obligation d'information. Le titulaire, c'est nous. On a gagné le marché. D'accord? On est tenu d'informer sans délai. C'est une règle européenne dorénavant, hein, et donc elle est reprise dans la réglementation française. Sans délai, l'acheteur, le pouvoir adjudicateur, l'acheteur, en cas d'interruption de la facturation par l'assurance maladie, vous pourriez être temporairement, pour des raisons techniques, administratives, coincé avec la prise en charge de l'assurance maladie de votre dispositif médical d'assurance médicale, de suspension de la mise sur le marché du DM numérique ou de l'accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la NSM, de suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, etc., etc. Voilà. La perte de marge peut être liée à une décision institutionnelle. Mais ça peut nous effrayer. On en a vu d'autres, et puis je vous rassure, on en verra d'autres. Ce sont des clauses administratives, c'est comme ça, c'est comme quand on fait un crédit immobilier, nos contrats bancaires et autres, et les contrats d'assurance. Il faut lire les clauses. Il faut lire les clauses, et puis on s'approprie les sujets, et on va en parler avec l'acheteur. Et là, on discute. Et moi, ce que je fais fréquemment, c'est que je prends les anciens documents du précédent marché, et puis je prends rendez-vous avec l'acheteur, et avec mon client, on va discuter des anciennes clauses de l'ancien marché. Est-ce que vous comptez laisser ce type de clause également rédigée ainsi dans le prochain marché? Et on fait de la préparation de marché, en fait, en amont par anticipation. Alors, là, ça vous touche directement. Je vous ai ressorti le décret sur la télésurveillance médicale avec un petit peu d'exemples chiffrés. Donc ça, c'est l'arrêté de 2023. Je ne me suis pas repenché sur plus récent sur les infos. Et vous connaissez peut-être UniAchat, la centrale d'achat nationale. Ben, je vous le présente. La fiche marché générale de la télésurveillance médicale de UniAchat, vous l'avez sous les yeux. Sont référencés, mis à jour en février 2025. J'aurais pu aller chercher la plus récente. Mais enfin bon. Abbott Medical, BY Health Solutions, Biosensi, Biotronic, Careline, Communicare Solutions, Continuum Plus Santé que j'ai accompagné, Curity, Data Medcare, Edvidice, machin, Epoca que j'ai accompagné, Implicity, Medtronic, j'y ai travaillé, il y a maintenant Resilience Care, ils sont ici, Resilience Care que j'ai accompagné également. Voilà. Donc, les startups qui se sont fait référencer dans le SAD national d'UniAchat. Alors, vous êtes référencé au niveau national à UniAchat. Mais après, ça ne s'arrête pas là, hein. C'est pas fini. Une fois que vous êtes référencé, bah, si vous faites rien, il ne se passe rien. Parce que si vous n'allez pas voir les adhérents d'UniAchat sur le territoire national, ils ne vont pas exprimer de besoin auprès d'UniAchat. Donc vous n'aurez jamais de commande. D'accord? Donc le référencement, c'est une chose. En plus, ça passe par un numéro d'accréditation pour certaines formes HAS, PECAM, pas PECAM, etc. J'ai plus tout ça en tête. Et puis aussi par des éditeurs de logiciels ou des spécialistes, bon, des catalogues d'édition. Une fois que vous êtes référencé, ben, il faut quand même que les adhérents soient informés que vous êtes référencé en centrale nationale pour aller générer le besoin en local régional pour qu'ils demandent à UniAchat de vous faire une demande de devis. Et une fois que le devis est transmis, etc., c'est là où il y a une contractualisation qui va pouvoir se faire. D'accord? Alors, apprenons à connaître nos concurrents comme apprenons à connaître nos acheteurs. UniAchat, il nous dit quoi? Moyen d'accès en centrale d'achat. Le marché, il a démarré en juillet 23, il se terminera en juillet 29. Donc, on a le temps d'aller référencer d'autres entreprises. Il est pour 6 ans. Des experts hospitaliers. Les points forts, au stade du SAD, les gains qualitatifs suivants sont constatés. Économie de procédure, facilite l'analyse des DM numériques entre les différents candidats, blablabla. Mais si vous ne connaissez pas tout ça,
vous manquez de vocabulaire oui, vous manquez de l'empreinte de l'acheteur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est lui qui le dit, c'est pas nous. Donc, s'il le pense comme ça, allons lui parler son langage. Allons lui parler ce qu'il a envie d'entendre. Et c'est pas la peine qu'on en rajoute trop des fois. Ça va pour vous? Oui, je sais, il y a beaucoup d'informations. Alors, je voulais quand même vous donner, j'ai repris donc par rapport à cette diapo ici, hein, la télésurveillance médicale, quels étaient les domaines qui étaient couverts dans ce référencement. On retrouve l'EDM numérique télésurveillance médicale du patient diabétique, de l'insuffisance rénale chronique, de l'insuffisance respiratoire chronique, cardiaque chronique, de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique, de DM de télésurveillance médicale permettant de suivre des patients des catégories 1, 2 et 4 si avant précitées, du dispositif médical du patient atteint de cancer. Et il y en aura d'autres au fur et à mesure, des thérapies ou des technologies qui arrivent sur le marché. Tout ça pour vous dire que chacun de ces marchés spécifiques évoluera à T24, ici c'était un exemple, selon les nouveaux besoins. Ça implique pour vous une quasi-obligation de bien fidéliser votre parc installé. Une fois que vous avez 2, 3, 5 établissements, sécurisez-les, faites un good job, de façon à ce que vous ne soyez pas délogé pour un manquement technique ou un manquement de qualité d'exécution, etc. La promesse peut être attractive ici, puisque l'engagement financier peut être conséquent. Exemple, j'ai pris un exemple tout à fait basique, sur la base des adhérents du NIHA. Je prends arbitrairement les 136 GHT de France, qui incluent leurs établissements de 1 à 18, par X patients, par 2000 établissements, ça commence à faire beaucoup d'argent potentiellement. D'autant que les technologies que vous développez, que vous lancez sur le territoire, on est d'accord, je ne dis pas de bêtises, qu'elles ont un impact sur le patient et donc elles ont un impact médico-économique sur les patients dans une région administrative. D'accord. Donc, si vous avez un impact, la cancéro, le diabète, etc., l'insuffisance rénale dans des régions administratives, vous parlez forcément au patron de la région administrative, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et dans les agences régionales de santé, il y a un directeur de l'innovation, il y a un directeur général de l'offre de soins pour la région, et donc il peut être pertinent en termes de lobbying d'aller prendre contact et de rencontrer ces référents ARS parce que vous allez leur vendre le fait que, avec votre solution, vous avez un impact médico-économique de réduction de temps d'hospitalisation, de retour du patient au travail ou à une vie sociale, de sauvegarder des divorces en cas de maladie très lourde, etc., etc. Et donc, vous avez un impact médico-économique certain au niveau régional. Et aujourd'hui, quand on parle d'une augmentation de l'ONDAM, le budget qu'on donne au secteur de la santé, de 1,6% pour 2026, je peux vous dire qu'ils vont être contents de vous voir arriver et discuter de médico-économie. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, je reprends ma petite fiche ici et j'ai repris les montants qui étaient dans le décret de 2023. Alors, j'ai pris une ligne médiane, 30 000 à 39 999 patients par mois. C'est la file active qui est prise en compte dans les périodes de référence et le décret de 2023 parle de période de référence mensuelle. Donc, ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus en fonction des enjeux de la thérapie. Écoutez, j'ai pris 40 000 ici, là, pour être juste au-dessus. Et donc, j'ai pris 40 000 par 41. Voilà, j'ai fait 40 000 ici, à 41,67. Impact qualité de vie. Votre solution, elle impacte directement 40 000 patients par mois. Je vous laisserai faire le calcul par 12. 40 000 patients par mois pour un coût de 41,67 qui vous est payé. Eh bien, 41,67, ça fait 1,6 million par mois. Bon, bah, ça commence à avoir du relief, si vous voulez. D'accord? Donc évidemment que les marchés publics sont un enjeu positif pour nous. Évidemment qu'il faut y aller. Mais comme il faut y aller et qu'on parle de millions d'euros, l'acheteur, il a la contrainte de s'assurer qu'il contracte bien avec une entreprise sérieuse, vertueuse qui va l'accompagner et qui lui permet de justifier la bonne dépense des deniers publics. C'est pour ça qu'il est contraignant avec nous, voilà, avec des clauses. D'accord? Hein, pour vous donner une projection, alors c'est fait grossièrement, hein, je l'entends, mais enfin, ça vous donne quand même des chiffres, je ne les ai pas inventés, ils sortent du décret. Hein. Alors, deux jurisprudences très importantes. Quand vous avez une contrainte dans le cahier des charges, il faut poser la question à l'acheteur. Et donc, la jurisprudence ici, elle dit la chose suivante. Alors, il arrive qu'une fois le décision publié, les candidats posent de nombreuses questions. Certaines sont identiques entre elles, certaines paraissent superfétatoires. Ça, c'est
c'est le tribunal administratif de Poitiers qui a fait ce résumé, hein, certaines paraissent superfétatoires à l'acheteur car la réponse se trouve de manière évidente dans le DCE. La tentation est grande dans cette hypothèse de ne pas y répondre, côté de l'acheteur, à la question, puisque vous posez une question dans une salle des marchés, on appelle la salle des marchés, c'est le dernier moment où on peut communiquer avec l'acheteur avant qu'il commence à attribuer les lots, d'accord ? Mauvaise idée, comme l'a confirmé le juge des référés de Poitiers. Un soumissionnaire avait adressé à l'acheteur plus de 10 jours avant la date de butoir de remise des offres et en application de la règle du jeu, le règlement de consultation, une liste de 24 questions. Bon, je vous cache pas que là, le vendeur, il voulait embêter un petit peu l'acheteur. Hein, joueur, très joueur, poker, hein, poker menteur, hein, ok ? 24 questions, estimant que l'acheteur a estimé que les réponses attendues étaient... Alors non, le vendeur dit « j'ai besoin de ces réponses pour faire une réponse calibrée correctement », mais l'hôpital n'a pas respecté l'obligation de réponse aux demandes de renseignement qu'il s'est fixé lui-même. Les demandes de renseignement à l'arrêt du jeu, c'est lui qui se les fixait. Alors qu'il pouvait faire le choix, s'il estimait n'avoir pas suffisamment de temps pour y répondre, de reporter la date de remise des offres. Ainsi, en ne respectant pas les termes du règlement de sa propre consultation, l'hôpital a manqué à ses obligations de publicité et la société requérante, en ne disposant pas des renseignements complémentaires qu'elle a sollicités, a été lésée par ce manquement. Article L3 du Code, manquement de transparence, égalité de traitement, liberté d'accès à la commande publique. D'accord ? Il est donc toujours préférable pour les acheteurs d'apporter une réponse aux questions posées, même si celle-ci est courte ou consiste en une simple reprise des dispositions du DCE. D'accord ? Donc, quand vous posez une question, l'acheteur a l'obligation de vous répondre dans la salle des marchés, là où vous avez posé la question. Sinon, il constitue à votre égard une irrégularité administrative, article L3, qui vous permettrait de faire annuler le lot pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Ça va, c'est clair? Alors, cette jurisprudence côté acheteur, elle a son pendant côté vendeur. Le soumissionnaire reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles, merci de m'avoir invité pour vous apporter de la connaissance professionnelle du code, aux détails qui auraient pu être omis par l'acheteur dans le cahier des charges. Imprécision du marché public, les candidats, vous êtes aussi responsables. Échantillon, prestation type. Il était mentionné comme ça. Il est difficile pour un candidat à un marché public de contester son éviction en soulevant une imprécision des termes échantillon type du règlement de la consultation sans avoir au préalable demandé plus d'explications dans la salle des marchés à l'acheteur. Voyez l'inverse. D'accord ? Le tribunal de Paris rejette, au cours d'un référé pré-contractuel, puisqu'on n'a pas rien signé avec un attributaire éventuel, la requête de l'entreprise en pointant l'absence de questions à l'acheteur. Il écarte la société au motif qu'elle a fourni des échantillons ne correspondant, ne correspondant pas aux prestations type, à supposer que l'entreprise ait trouvé imprécis les termes de prestations type. Il lui appartenait de demander des précisions à l'acheteur dans la salle des marchés, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, l'acheteur n'a pas méconnu les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, juge le magistrat, octobre 2024. Vous voyez que la jurisprudence, elle évolue tous les ans, tous les mois, et là, en octobre 24 et en début 2025, on a eu beaucoup de jurisprudence, autant intéressante côté acheteur que bénéficiante aux entreprises aussi. D'accord ? Donc, d'où l'intérêt de toujours se tenir informé, au courant de ce type de situation, puisque, j'ai envie de dire, rien n'est jamais perdu au final. Alors, ce que l'acheteur recherche vraiment dans une e-health technologie santé, vos données de santé, je l'ai dit tout à l'heure, les bases légales, les rôles de traitement, sous-traitance, les preuves RGPD, sécurité, documentation, les hébergements, on parle beaucoup d'hébergements souverains, etc. Je lisais encore un article ce matin, on pense que dans WhatsApp c'est sécurisé, en fait non, WhatsApp ça part directement sur le iCloud et sur le Drive, donc voilà, alors que Infomaniac, je ne fais pas de publicité, mais vous avez des exemples comme Infomaniac qui est hébergé souverainement en Suisse, et ça ne part pas aux États-Unis. Donc à un moment donné, quand on traite de l'hébergement de données, quelle qu'elle soit, il est important pour vous de savoir effectivement où sont stockées vos données, puisque vous allez traiter de patients, de pathologies, etc.
Interopérabilité, la doctrine du numérique en santé, cap d'intégration, l'identité, la sécurité et les services nationaux, le déploiement réel. L'acheteur n'achète pas seulement une techno, il achète tout un ensemble, une intégration, un support et un accompagnement. Hein. Donc, il faut qu'on soit à la fois très fort sur votre côté technique, le côté données, data, hébergement et autres, et puis sur l'accompagnement qualité de la vie du marché, bien sûr. Donc, dans la santé, la conformité et la capacité d'exécution valent autant, voire plus que le produit lui-même. Hein. Alors, on revient à mon DCE tout à l'heure. Non, pardon. Là, c'est les différents seuils. En dessous, le seuil a changé, 60 000 euros. Il était de 40 000 euros en gré à gré jusqu'au 1er avril 2026. Monsieur Lecornu, Premier ministre, a passé ce montant à 60 000 euros. D'ailleurs, parce que on est un petit peu couillon en France, on veut toujours faire plus blanc que blanc, alors qu'en fait, tous les pays européens sont déjà entre 60 et 120 000 euros en marché de gré à gré. On était à 40 000 euros, ça n'avait pas lieu d'être pour la France. Donc, légitimement, le gouvernement a monté ce palier à 60 000 euros. Attention, on parle de 60 000 euros à l'échelle du GHT pour 4 ans. C'est pas un coût pour un hôpital dans le groupement, 60 000 pour l'autre, 60 000 pour l'autre. Parce que sinon, ça fait 3 fois 6, 18, 180 000. Et ben là, ça devient un marché à publicité adaptée. Et si on est au-dessus de 216 000, le nouveau seuil européen 2026-2027, ça devrait être une consultation mise en concurrence, appel d'offres, par exemple. Je passe 140 000, les pouvoirs centraux, ça ne nous concerne pas trop. On est plutôt concerné par les 216 000 euros pour les hôpitaux. Entité adjudicatrice, ça nous concerne un petit peu avec des organismes, enfin non, pas trop, comme la Poste, la SNCF, Mission de service public. Et puis là, c'est pour les travaux. Accès candidature PME. Le chiffre d'affaires exigé dans le DC2 ne peut en principe pas dépasser 1,5 fois le montant estimé du marché. Vous êtes une jeune entreprise, vous démarrez, l'acheteur ne peut pas vous demander de justifier si le marché fait 2 millions d'euros, le lot fait 2 millions d'euros, il ne peut pas exiger que vous produisiez la preuve que vous faites plus de 1,5 fois le chiffre d'affaires de ce montant du lot. D'accord? Et d'autant plus, j'accompagne une entreprise chinoise en ce moment qui a sa création européenne depuis septembre 2025. Dans le DC1, DC2, on marque que le CABIS et la création de l'entreprise date de septembre 2025. Il est normal qu'il n'y ait pas encore de chiffre d'affaires consolidé. Donc, le législateur, le code dit bien que c'est pas parce que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous êtes en jeune construction, que vous ne pouvez pas accéder à la commande publique. Hein. Voilà. Donc ça, il ne faut pas vous prendre peur avec ça. Excusez-moi. Pardon, dites-moi. Oui, sur ce point-là, ça veut dire que n'importe quelle structure, n'importe quelle start-up, quelle que soit sa taille, son ancienneté, son chiffre d'affaires, peut répondre à tous les marchés. C'est bien ce que je comprends. Oui, franc et sincère. Ok. Absolument. Et du coup, concrètement, si le marché, c'est 20 millions d'euros, c'est un truc énorme, la start-up, elle a été créée avant-hier et qu'elle gagne le marché, elle n'a évidemment pas la capacité de le faire. Alors, Ça n'a pas du tout été pris en compte. Alors, on va prendre la problématique autrement, on va la prendre côté clause au final. Ouais. L'idée, c'est que oui, vous avez raison, vous répondez au marché de 20 millions, mais comme vous avez vu la publicité qui allait arriver de ce marché de 20 millions, vous le savez que vous ne pouvez pas y aller tout seul. Et donc, vous allez constituer avec d'autres collaborateurs entrepreneurs un groupement momentané d'entreprise pour vous réunir à plusieurs. Ok. Et c'est D'accord? quoi quels sont les seuils, selon vous, hein, une entreprise, à quel moment elle peut se dire c'est bon, j'ai la taille suffisante pour y aller? Une entreprise qui fait 150 000, est-ce qu'elle peut répondre à un marché d'1,5 million, par exemple? Ah là, mais moi, même pas peur. La problématique, c'est pas ça. La problématique, c'est la sécurité de votre supply, de votre production. Ok. Si vous me dites que vous avez une capacité de production à 3 mois, je vais vous dire, on va peut-être prendre un thé avant, de réfléchir et d'y aller. Hein. Si vous me dites que vous avez une capacité de production à 8 mois, à 1 an, ok, les choses sont plus les mêmes. Voyez, c'est ça la problématique. Hein, c'est pas tant. C'est le produit livré qui va vous ramener du chiffre d'affaires, on est d'accord. Donc si vous manquez de produit, vous ne pouvez pas livrer, non seulement vous êtes en pénalité parce que vous ne livrez pas, et en plus le marché, j'allais dire, il est pourri, il n'est pas pourri, il n'est pas bon pour vous, il est trop contraignant. Oui, mais du coup, il y a aucune vérification, il n'y a aucun critère qui fait que une petite entreprise ne peut pas. Enfin, elle pourra gagner le marché tout autant qu'une grosse boîte. Oui, mais oui, pourquoi? Parce que c'est pas la responsabilité de l'acheteur de dire si vous êtes capable ou pas, parce que s'il le faisait,
il deviendrait lui-même discriminant par rapport à vous, par rapport à d'autres candidats. Et le code dit bien que les marchés publics sont ouverts à tout le monde. Donc, comme c'est ouvert à tout le monde, ça ne relève pas de la responsabilité de l'acheteur de dire vous y allez pas. Ok. Voilà. Par contre, c'est de votre responsabilité de vous entourer, alors je prêche pour ma paroisse, hein, mais de vous entourer de personnes qui ont un regard plus affiné et plus aiguisé pour vous alerter et vous dire là c'est viable, là ça ne l'est pas. Ouais, mais de toute façon, si, enfin, c'est quoi les risques au final? C'est juste de se mettre de s'engager dans un marché qui est trop dur à gérer pour nous au Oui, final. oui, Ok. mais vous allez payer les pénalités. Parce que s'il vous donne le marché, vous avez signé, et comme vous avez Mm. signé, vous le saviez avant de jouer. Donc, comme vous le saviez avant de jouer, tant pis pour vous, vous me payez les pénalités pendant 4 ans. Et c'est jamais arrivé que des boîtes trop petites gagnent des marchés, fassent faillite et du coup le marché est caduque et il n'y a pas de pénalité, rien? Il y a Alors, aucun il moyen y de a toujours, protection. il y a toujours des pénalités. Après, elles peuvent être adaptées en fonction du préjudice que subit l'entreprise, parce que si elle est en faillite, forcément, il y a des gens au chômage, il y a des situations qui sont compliquées, etc. Bien évidemment. Donc, le juge en prendra, le prendra en compte. Et voilà. Mais arriver dans ce schéma qu'on vient de décrire ensemble aussi rigide, je dirais, non, non, non. En Ok. général, on sait si ça vaut le coup d'y aller ou alors faut pas y aller, il faut attendre le prochain. Ou alors, on profite de ce cas et on appelle ensemble l'acheteur et on lui dit, écoutez, vous avez fait un marché de 20 millions, pour autant dedans, il y a une partie des 20 millions qui concerne plus cette frange de pathologie ou de technologie qui représente 3 millions ou 2 millions 5. Pourquoi vous ne l'avez pas mis à part et est-ce qu'on peut le retravailler différemment? Voilà, c'est... D'accord. Ouais, donc il n'y a aucun garde-fou, on peut répondre absolument à tous les Non, marchés, quelle que soit on, notre taille. Sachant que le code nous est, pour cette partie, nous est favorable, c'est-à-dire que ne nous empêche pas d'accéder à la commande publique, c'est notre responsabilité, je dirais maturité professionnelle, de juger est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Moi, j'ai conçu une méthode de scoring qui permet de mesurer et de se mettre des warnings, justement pour dire je pars pas à l'aveugle sur un marché qui va être plus contraignant que bénéfice, quoi. Ok. Et est-ce que ça, donc ça c'est au regard de la loi et voilà, c'est l'article L3 comme vous disiez et tout ça. Et est-ce que de façon plus informelle, l'acheteur peut se dire bon bah cette boîte, je sens qu'elle a pas les reins suffisamment solides pour répondre à mon marché, et du coup je vais la défavoriser d'une manière ou d'une autre pour ne pas la faire gagner. Non, parce que dès lors qu'il défavorise, il se met lui-même en porte-à-faux administratif, en irrégularité, et moi, s'il me défavorise, bah, je vais mordre. Je vais dire, monsieur Ouais. l'acheteur, pourquoi vous me défavorisez par rapport aux concurrents? Voilà. Vous voyez? Ok, Donc ok. non, par contre, on le saura autrement. C'est Paul qui parle, c'est ça? Oui, c'est ça, Oui, pardon, je peux Paul, mettre ma oui, caméra, je je l'ai voyais la pas. vignette s'allumer. Paul, oui, dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est que quand le marché il arrive et qu'il est publié, on prend tout de suite rendez-vous. Enfin, non, avant qu'il le publie, on prend rendez-vous avec l'acheteur pour se faire connaître et voir quel est son calendrier des marchés. Et moi, quand je pars demain en animation chez un client, bah, là, on est sur du médicament. J'ai le calendrier des marchés annuels sur 4 ans des médicaments du NIHA et des médicaments du raisin. Et donc, je suis capable de montrer à mon client médicament, voilà les prochains marchés qui vous concernent et qui arrivent. Ben, s'ils arrivent dans 6 mois, c'est maintenant que je prends rendez-vous et que je vais rencontrer les acheteurs et commencer à parler de mon produit. Ah ok, bah ça, donc c'est clair pour la partie taille de la structure. Et ça m'amène, votre réponse m'amène à une autre question. Est-ce que à quel point les entreprises influencent les cahiers des charges en amont de la publication des marchés? Et est-ce que au final, une fois qu'un marché est publié, il n'y a pas 99% de chances qu'il soit pipé d'avance? Alors, je vais vous faire une réponse avec beaucoup d'humour. C'est une hypocrisie collective européenne, C'est-à-dire. dans le sens que on est en France à répondre candidature et offre avec des anciens documents qu'on appelle le DC1 et le DC2. D'accord? Mhm. On est tellement habitué à ces documents. D'ailleurs, ce sont des PDF que l'on a dans les ordinateurs qui se remplissent en 30 secondes. Enfin, c'est très rapide à répondre. Bientôt, il y a que les numéros de lot et le montant a changé chaque année. Bon. Euh, En Europe, le DC1, DC2 n'existe pas ou plus. En Europe existe le DUM, le document unique des marchés européens. Le DUM fait la synthèse du DC1 et du DC2.
Donc, on devrait spontanément aller vers ce DUM. Ça serait plus simple pour tout le monde, et les acheteurs et nous-mêmes, les vendeurs. Sauf que le DUM a été fait à l'Europe sous un angle anglo-saxon. Et nous, les Français, ben, l'angle anglo-saxon, on a toujours du mal. Hein, on a du mal à s'approprier les terminologies, voilà. Mais il est beaucoup plus simple parce que on n'a même plus besoin de documents à mettre, on n'a même plus besoin de signer. Ça va chez l'acheteur, il regarde les éléments, etc. Et dans ce document unique des marchés européens, il y a une mention à un endroit où il est dit que l'entreprise s'interdit de discuter avantage de son produit par rapport à d'autres. Enfin, c'est une hypocrisie collective. On est là pour vendre nos produits. Bien sûr qu'on est là pour soigner les patients et sauver des vies, il n'y a pas de problème, j'étais infirmier de bloc, j'ai pas de souci avec ça, mais on est quand même là pour vendre un produit que l'on a conçu, parce qu'il aide justement à sauver plus de vies. Donc on est là pour rencontrer les acheteurs et leur dire que mon produit il est meilleur que celui du concurrent, évidemment. Mais ça, du coup, on ne va pas attendre, Paul, on ne va pas attendre. On le fait 18 mois avant la publicité du prochain marché. Je vous donne des trucs et astuces de ma méthode. 18 mois avant, on rencontre l'acheteur avec l'ancien cahier des charges pour critiquer les clauses et voir qu'est-ce qu'on peut corriger. Et une fois que le marché est publié, on va surtout dire à l'acheteur, on ne va pas faire un lot qui est rédigé uniquement pour moi, parce que, monsieur l'acheteur, j'ai à cœur de ne pas vous placer en situation inconfortable sur le plan déontologique. Donc, je vous demande de ne pas faire une rédaction de cahier des charges qui oriente vers moi. Vous mettrez virgule ou équivalent dans le descriptif du lot. Mais par contre, je vous ai bien sensibilisé aux avantages de ma prestation technique. Et ça, c'est selon vous combien de C'est 98% des situations. Ouais, ok. Ils sont toujours influencés un petit peu par un produit existant. Et donc, quand on parle avec l'acheteur, Paul, on oubliera dorénavant dans son vocabulaire le mot influencé. On prendra uniquement le mot « je souhaite porter à votre connaissance tels avantages techniques et tels services évidents ». Mais du coup, est-ce que pour une entreprise qui n'a pas aidé à porter à la connaissance de l'acheteur les avantages, est-ce que ça vaut le coup de participer à des appels d'offres? Paul, à un moment donné, il va falloir le faire, parce que si vous ne le faites jamais, vous n'y serez jamais. Donc, sur celui qui va arriver, si c'est trop tard, ben c'est trop tard, et on va faire un peu en fonction de ce qui arrive. Par contre, ça nous sert de leçon, et là, on se met en ordre de marche pour aller plan stratégique, occupation des terrains, et rendez-vous avec les acheteurs. Ok. D'accord? C'est clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, les attestations et certificats officiels ne sont en principe demandés qu'au seul attributaire. Je vous donne une petite image très humoristique. Avant 2020, avant 2016, on va dire, chaque hôpital, 2000 hôpitaux en France, faisait ses propres appels d'offres. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vais acheter 3 palettes de seringues usage unique en plastique non stérile en 2,5 cc, c'est pas compliqué. C'est non stérile, c'est du 2,5, c'est du plastique par palette, il m'en faut 3. D'accord? Et il y a 25 concurrents. Eh bien, l'acheteur va se retrouver avec 25 piles de dossiers de chacun des concurrents. Voyez? Et donc, que faisaient les acheteurs? Ils se réunissaient en salle de comité de direction, ils réimprimaient les 25 pavés de candidatures et d'offres des candidats, avec tous les justificatifs. Mais on a dit, il faut s'arrêter, c'est plus tenable. On ne peut plus imprimer, dépenser de papier comme ça, et c'est ingérable, on ne lit pas tout. Donc, dorénavant, les attestations et certificats officiels ne sont demandés que à celui qui va être attributaire, pour réduire le volume de papier demandé et de justificatifs demandés. D'accord? Voilà. Les fédérateurs de l'innovation, bah, c'est les guichets innovation Reza Uni Achat pour les centrales nationales, mais vous avez aussi les guichets régionaux, locaux, les ARS, les groupements hospitaliers de territoire. Voilà. Franck, justement, Oui. ça à propos, une question là dans le chat. Comment ça fonctionne pour les produits innovants qui n'ont jamais été mis sur le marché? Alors, il faut que vous ayez le marquage CE, d'une part. Il faut que votre produit soit enregistré à la NSM, d'autre part. Donc tout ça, c'est fait. EDAMED, machin, tout ça. Ensuite, il faut vous faire référencer auprès de centrales d'achat en fonction du produit. Et une fois que vous êtes référencé auprès des centrales d'achat, il faut se mettre en ordre de marche pour rencontrer commercialement parlant les potentiels futurs acheteurs, prescripteurs sur le terrain, vous concernant directement. Où est votre expertise? Votre expertise, elle est au départ sur un besoin clinique patient, on est d'accord? Et ensuite, sur votre expertise d'ingénierie technique, technologique. OK? Et
et potentiellement pas du tout sur le cahier des clauses administratives, les cahiers des charges, les appels d'offres, etc. Quelle est l'expertise de l'acheteur? L'acheteur, ce n'est pas votre médecin prescripteur. Le médecin prescripteur, vous allez lui parler de votre technologie, il va vous comprendre, puisque vous répondez à une problématique de maladie chronique et autres, d'accord? Donc le médecin prescripteur, il vous comprend, vous parlez entre gens, entre sachants technologiques, cliniques, on est OK avec ça. Mais si vous ne demandez pas aux sachants, aux médecins, de faire un courrier pour dire à son acheteur pharmacien ou son acheteur ingénieur biomédical qu'il a besoin de votre technologie pour 300 patients par an, pour telle raison médicale, qui va faire qu'il va réduire les durées d'hospitalisés avec un impact médico-économique, ben, l'acheteur, il n'a pas d'argumentaire. Donc vous aurez toujours du mal à être référencé en local. Donc il faut se faire référencer en national avec des agréments de référents institutionnels, médecins nationaux qui sont connus, qui vous apportent un argumentaire médico-clinique. Et puis ensuite, il faut faire le travail commercial. Ça ne va pas tomber tout cru comme ça parce que vous êtes référencé. Il faut faire un travail commercial d'accompagnement sur le terrain auprès des GHT, des acheteurs pharmacie, UniAchat, Resa, etc., des groupements régionaux. Et d'ailleurs, je parle aussi pour les cliniques privées, parce que c'est un peu le même problème avec les cliniques privées, même si on est dans le B2B cette fois-ci, on n'est pas dans les clauses administratives, on est dans le business to business. Là, c'est du référencement et achat direct. Voilà. Et donc, rencontrer les acheteurs qui auront reçu une demande en local de leurs médecins qui ont besoin de votre technologie. Ça va? Ça répond? Moi, oui, Alors, oui, c'est bon. OK. Alors, pour une startup, la vraie porte d'entrée n'est pas seulement le seuil, donc le niveau 60 000, 140, 216, blablabla. C'est comme on l'exposait avec Paul précédemment, c'est le bon niveau de risque. En fait, au final, c'est comment on est exposé dans un marché que potentiellement on gagne, et tant mieux, sauf qu'on va être à la dure. Et donc, attention, avant dépôt, la salle des questions vous permet de clarifier certains points, admin, le code, technique, et finalement de décider si go, no go. Alors, le marché est gagné, mais il reste à le sécuriser. La notification, vous envoyez toutes les preuves documentaires que vous demande l'acheteur. Si vous ne les envoyez pas, ben, il annule votre attribution et il va la donner au numéro 2. Hein, vous avez 10 jours pour me donner les documents justificatifs, URSSAF, CABIS, machin, je ne sais pas quoi, tout un tas de choses. Si vous ne les donnez pas au bout de 10 jours, eh bien, il peut vous mettre des pénalités et il peut attribuer le lot au numéro 2. Vous faites un kick-off interne, hein, chez vous, on se met en mode projet, j'ai fait une faute de frappe, anticiper et préparer sa base, data, vente, aligner les ventes, l'opérationnel, la supply, le support, la qualité, la finance, le juridique. On se met en ordre de marche, on s'organise et on se dit, on va faire un point tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois en fonction de l'importance et de l'intensité des marchés que l'on gagne. Le déploiement et les recettes, traduire la promesse commerciale, emploi de déploiement, de cash, de formation et de support. La facturation, suivre attentivement les livraisons, je manque le S, bravo Franck, facturation, les contacts avec le service économique. Vous devrez déposer les factures sur Chorus Pro, hein, qui est dorénavant la plateforme dématérialisée pour les factures vers un acheteur public. Et donc, l'acheteur va vérifier la preuve du service fait au rythme des facturations. C'est quoi la preuve du service fait? Eh bien, quand vous livrez la palette de produits ou les cartons qui sont livrés de vos produits à l'hôpital, eh bien, le magasinier ou le préparateur en pharmacie, selon, reçoit le carton, le colis, bah, il le met à l'abri de la pluie, ça c'est mieux quand même, mais pour autant, il a 15 jours pour vérifier que le contenu du colis correspond à la facture, au bon de commande, pardon. 15 jours. Donc ça, c'est un délai dans le code. Alors, le délai de paiement, c'est 50 jours. Sauf qu'il y a déjà 15 jours qui sont pris pour vérification. La commande, elle n'est pas complète. Donc, elle passe en mode litige. Et là, on vous fait un email ou un courrier en vous disant « il en manque dans le colis ». Et donc, tant que la commande n'est pas complète, on ne peut potentiellement pas la livrer dans le service, puisqu'elle n'est pas exploitable, il manque des produits. Donc, ça reste à la pharmacie ou chez le biomédical en attente d'avoir le complément de livraison. Et peut-être que vous perdez 3 semaines, 1 mois, d'accord? On arrive aux 50 jours, et c'est pour ça que dans certains cas, on se retrouve avec un délai de paiement de l'hôpital qui est entre 75, 100, 125 jours, 150 jours et plus.
D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Le suivi contractuel. Vous animez le compte sur le terrain. C'est pas parce que vous avez livré que c'est arrivé, etc., qu'il ne se passe plus rien. Vous avez vendu une télésurveillance médicale d'un patient. Le médecin a besoin, ou les internes, ou les sachants qui sont autour du médecin qui fait la télésurveillance, ont besoin d'informations ou de formations logicielles, outils, etc. Eh bien, vous devez continuer d'animer, de former au bon usage et autres. Vous suivez les incidents, vous prévenez la matériovigilance interne, vous remontez les informations de matériovigilance quand il y en a, et puis vous gérez s'il y en a des pénalités, des avenants, les reconductions, les revues de compte. Et la revue de compte, c'est une revue commerciale tous les 6 mois, contrat de progrès côté acheteur. Nous vous avons vendu tant de chiffre d'affaires au niveau groupement général, tant dans tel établissement, tant dans tel établissement. Ça représente tant par établissement. On a eu tant d'avoirs, tant de refacturation, tant de problèmes. On a eu 0 problème. On est les meilleurs du monde, blablabla. Blablabla. On occupe le compte, on anime le compte. Le retour d'expérience, il faut capitaliser sur qu'est-ce qui vous a coûté de l'argent, du temps, de la charge négative, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui devrait être renégocié ou pour le moins rediscuté dans les futures clauses des futurs prochains marchés. Donc la vraie création de valeur commence après la notification, quand le contrat est traduit en projet, piloté et facturé proprement. Alors, on arrive à la fin, et comme ça, vous aurez plus de temps pour les questions. Un petit exemple de scoring simple, design du besoin de l'acheteur, vous mettez 20 points. Capacité de produire la réponse, on est capable ou pas, 15 points. Exécuter le contrat, 20 sur 20. Le risque contractuel, il est important, sur 20. Rentabilité sur 15, valeur stratégique sur 10. Voilà, tous les points qu'on a abordés ensemble. Et vous faites votre calcul pour voir ce que ça vous donne. En fonction du score que vous avez, vous savez si c'est un go, no-go, sous condition, ou OK, go, on fonce. Alors j'ai fait un exemple, je crois, derrière un peu plus illustré, voilà, autour d'un GHT pour une plateforme de suivi patient, 3 sites pilotes, puis généralisation, maintenance 4 ans, hébergement de données de santé, assistance utilisateur, formation, intégration avec SI existant, lecture rapide, belle référence potentielle pour nous en termes de référence marché territorial national, mais une exécution lourde pour une jeune équipe que nous sommes qui va nous coûter un peu des contraintes et du temps. Bon, le besoin, la réponse, exécution, risque contractuel, valeur, voilà les notes auxquelles j'arrive. J'arrive à 62 sur 100. OK, go sous condition. Quelles sont les conditions? Je rechiffre mon support, je revois la formation et la réversibilité, qu'est-ce que je peux faire, discuter avec l'acheteur, je verrouille ma prestation intellectuelle, mes données, mes responsabilités, j'anticipe ma capacité de déploiement géographiquement sur le territoire, et je structure la chaîne d'acteurs internes chez moi dans l'entreprise et externe si j'ai des partenaires, groupements ou antennes d'entreprise et autres, et l'efficacité de suivi et de facturation du reporting du marché. D'accord? Pour ça, j'ai rien inventé, vous n'avez pas besoin de moi pour faire un scoring entre vous. Voilà. Donc, les 3 messages à retenir. Répondre à un marché public est un choix stratégique, mais pas un réflexe commercial. Le vrai travail commence, 1, avant de recevoir le DCE, 2, quand on lit le CCAP, mais pas quand on rédige la proposition commerciale. Une start-up crédible vend une solution, mais surtout une capacité d'exécution, d'accompagnement au quotidien. Et je vous souhaite de bons marchés publics hospitaliers. Voilà. Merci beaucoup, Franck. C'était très clair et passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une du coup. On n'a pas évoqué vérification d'aptitude, la MOM, la VSR. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez aborder rapidement le sujet pour expliquer quand est-ce que ça intervient? Parce qu'on parlait facturation tout à l'heure, est-ce que ça peut avoir des VSR, incidences? sous-entendu la valeur du service rendu, c'est ça? Non, pardon. La vérification d'aptitude, la MOM et la VSR, une fois qu'on a mis en service et qu'après on fait la formation, et j'ai plus le mot, Je l'intègre en quand fait, on est en Charline, run, en fait, quand on passe en run, il me semble je l'intègre dans la formation au bon usage, c'est-à-dire ça fait partie du service global à la livraison de ce type de prestation. Bien évidemment, vous déployez tout ce qui est techniquement lié
à la solution. Et donc, il y a probablement, comme vous parlez de run, il y a probablement des temps intermédiaires sur lesquels il faut se poser et refaire du feedback, redonner du feedback aux usagers, les médecins, les sachants, potentiellement les patients, si vous devez les éduquer à bien expliquer, à bien utiliser tel IoT, etc., etc. Et puis de rendre compte à l'ingénieur biomédical, si c'est de la technologie, pour dire tout va bien, tout se passe bien, on n'a pas de bug, on n'a pas de difficultés. Et en pharmacie, si ce sont des produits usage unique et qu'il n'y ait pas de problème également. Donc pour moi, ça fait partie de cet accompagnement permanent, qualité d'exécution des contrats. Et il vaut mieux être plus présent que pas assez. Loin du cœur, enfin loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Hein. Donc il vaut mieux occuper et donner de la valorisation de ce que l'on fait et de ce qui fonctionne plutôt que de laisser la place à quelque chose qui ne serait pas 100% qualité et qui serait mal interprété par des utilisateurs ou des concurrents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des personnes qui souhaitent intervenir, tout simplement? Bon, bah, très bien. Je vous mets Est-ce que ça a dans... répondu, est-ce que cela a répondu à vos attentes surtout? Si j'ai fait fausse route. Alors pour ma part, non. Oui, c'était très intéressant. D'accord, merci, ça me rassure, merci. Merci pour le retour. Et non, enfin, c'est exactement ce on vous avait demandé dans ce jalon. Donc voilà, ça permet d'entrer un peu plus concrètement dans le vif du sujet, pardon. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, on se revoit demain. Je vous mets quand même dans le chat la matinale. En fait, il y a une matinale du numérique en santé sur le thème de l'Allemagne, où des experts viendront enfin, nous expliquer un petit peu les opportunités de ce marché. Donc, je vous ai mis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est encore temps le lien. Et je vous remercie encore une fois à nouveau, Franck. Et puis, je vous dis à très bientôt pour tous les participants. Merci beaucoup, au plaisir, au revoir. Merci, au revoir.